Oui, bonjour à toutes et à toutes. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. On va poursuivre donc le colloque Patrimoine et engagement avec le deuxième panel qui porte sur le thème engagement, recherche et création. Donc nous avons 4 conférenciers, 3 en présentiel et puis une personne en ligne. Et puis on va procéder comme tout à l'heure, on va écouter les interventions d'abord et puis on aura ensuite une période d'échange et de discussion. Donc gardez vos questions pour la fin des présentations. Donc, je vais vous présenter notre première conférencière, Oumaima Arzer. Donc, Oumaima est étudiante à la maîtrise en anthropologie à l'Université Laval. Elle est titulaire d'un master en diversité culturelle et patrimoine, ainsi que d'une licence en sciences de l'archéologie et du patrimoine, option anthropologie, de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine du Maroc. Donc, tout au long de son parcours, elle s'est intéressée aux manifestations artistiques féminines au Maroc et elle nous présente aujourd'hui une conférence intitulée « Doit-on être engagé pour réaliser une recherche ?» Merci beaucoup, Élise. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le cadre du 7e édition du colloque de l'IPAC de l'Institut du patrimoine culturel, je vous présente ma communication qui s'intitule « Doit-on être engagé pour réaliser nos recherches ?» Je commence d'abord par vous présenter le plan sur lequel je me suis basée pour réaliser cette présentation. Je commence par l'origine et l'étymologie du mot engagement. Ensuite, je passe à vous présenter l'évolution de la définition de l'engagement à travers l'histoire. Ensuite, quelques définitions conceptuelles et théoriques et puis les formes plurielles de l'engagement. Et on va s'arrêter sur quelques expériences de terrain, des expériences de l'engagement et de non-engagement. Et on va conclure par une réflexion et une discussion. Étymologiquement parlant, le mot engagé signifie mettre quelque chose en gage. Mettre quelque chose en gage et s'engager est une idée qui implique, selon Dominique Legaille, que la personne existe avant son engagement et que son engagement engage ce qu'elle est avant son engagement. Dans son article pour une éthique de l'engagement, Dominique a cité plusieurs éléments pour entrer dans une relation d'engagement, comme par exemple, il faut avoir un point existentiel, une valeur morale, une connaissance éthique et une honnêteté préalable. En se basant sur l'ouvrage d'Olivier Bobinon qui s'intitule « Les formes élémentaires de l'engagement », la définition de l'engagement a connu plusieurs significations à travers le temps. Commençons d'abord par, en 1811, l'engagement signifie fournir des preuves. Et en 1603, il signifie mettre en gage. Ensuite, à la fin du XVIe siècle, le verbe engager a été utilisé dans le sens de faire entrer dans une situation qui ne nous laisse pas libre. En fait, c'est une idée d'une contrainte qui éloigne de la liberté. En 1559, le verbe engager renvoie en fait d'entamer quelque chose avec un changement de situation, mais un changement d'état, dans le sens de faire pénétrer dans. Et à partir du début du XVIIe siècle, engagé veut dire recruter. En 1595, engagé est donné pour caution sa parole, bien liée par une promesse. Mais depuis le milieu du XXe siècle, engagé, c'est entrer dans une action. Et à partir, en 1694, s'engager veut dire entrer au service de quelque chose. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le terme engagement renvoie à l'engagement politique de l'intellectuel, bien celui du spectateur engagé qui prend parti dans les débats de la cité avec tous les risques inhérents à cette participation. Et jusqu'au second conflit mondial, l'engagement ne possédait pas une annotation politique, mais il avait essentiellement un sens moral. Donc on parle ici de l'engagement moral. Même au niveau des dictionnaires, l'engagement avait en 2011 une définition juridique qui signifie l'action de mettre en gage. Après, une définition politique, action de se lier par une promesse ou une convention, et une définition morale qui signifie une promesse de
de fidélité en amour ou bien liaison ou union qui en résulte. Dominique Leguay, dans son article, annonce que l'engagement pour lui, c'est un système à double détente. D'une part, c'est un sens de fidélité, une caution morale, et d'autre part, c'est un acte d'engagement par lequel la personne donne, par lequel je donne et me donne, selon lui. Donc, si nous voulons définir l'engagement, on peut dire que le fait de s'engager, c'est le fait de se contraindre et agir, c'est militer, c'est se lier les mains et s'émanciper par l'action, c'est heurter aux choses en reconnaissant leur force et servir en se dépassant. D'après Olivier Robinon, et en se basant sur l'encyclopédie universaliste, on peut dire que l'engagement, c'est un mode d'existence dont et par lequel l'individu est impliqué activement dans le cours du monde, s'éprouve responsable de ce qui arrive et ouvre un avenir à l'action. C'est aussi un acte par lequel l'individu se lie lui-même dans son être futur à propos soit de certaines démarches à accomplir, soit d'une forme d'activité ou bien soi-même de sa propre vie. Nous trouvons plusieurs formes de l'engagement. D'abord, le partage et le soutien. En se basant sur l'article de Law and Mary, nous distinguons plusieurs formes d'engagement. D'abord, le partage et le soutien, l'enseignement et l'éducation du public, la critique sociale, la collaboration, le plaidoyer et l'activisme. Les chercheurs en anthropologie ont toujours été engagés lors de leur travail de terrain dans plusieurs contextes, soit de guerre, soit d'injustice environnementale, soit de droits de l'homme, soit de la violence. Mais on trouve toujours que certains chercheurs affirment que l'anthropologie a connu cet engagement dès ses débuts, vu qu'elle avait comme but la résolution des problèmes humains, la résolution des problèmes humains et du colonialisme. Mais on trouve toujours d'autres qui annoncent que l'on... Excusez-moi. Oh my God. Est-ce que tu peux... Je suis vraiment désolée. Calme-toi, ça va. On trouve d'autres chercheurs qui annoncent que l'engagement, en le considérant comme une perspective critique, a commencé dans les années 1930 jusqu'aux années 1970 et s'est focalisé sur l'intégrité sociale et la critique politique et économique. Commençons d'abord par la première forme de l'engagement, qui est le partage et le soutien, qui est une des formes de l'engagement qu'on trouve souvent au terrain, vu qu'un travail de terrain se base sur des relations humaines qui se caractérisent par des pratiques quotidiennes de partage, de soutien, d'interaction personnelle. Et ces relations peuvent aussi comprendre l'amitié et les formes de parenté. La deuxième forme, qui est l'enseignement et l'éducation, qui s'agit des conseils et de l'orientation, et nous trouvons plusieurs anthropologues qui ont organisé plusieurs formations dans lesquelles se sont engagés avec les étudiants et les étudiantes ou avec le public. La troisième forme, c'est la critique sociale, qui est considérée aussi comme forme d'engagement, vu qu'elle désigne un travail anthropologique qui traite les relations de pouvoir et de structures d'inégalité. La collaboration est aussi considérée comme recherche-action parce que c'est une méthode dans laquelle le chercheur travaille avec des organismes locaux ou s'implique dans des mouvements sociaux afin d'accomplir leur mission. Et le plaidoyer est considéré aussi comme forme d'engagement vu qu'il vise d'apporter une aide aux communautés sur lesquelles la personne travaille et ce soutien se voit dans le fait d'agir, de témoigner pour les droits humains et finalement l'activisme ou le militantisme qui se base sur des engagements en tant qu'humain confrontés à la souffrance des autres. Nous trouvons aussi des sous-disciplines et des méthodes dans lesquelles nous distinguons l'engagement. Commençons d'abord par l'anthropologie engagée, l'anthropologie publique, l'anthropologie appliquée et la recherche participative. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, l'anthropologie engagée a commencé à impliquer la défense et la participation des populations et la participation des communautés étudiées, qui a mené que les informateurs deviennent des collaborateurs, des collègues, plus qu'un sujet d'étude. C'est une sous-discipline qui se caractérise
qui se caractérise. Oh my God. Excusez-moi. C'est une sous-discipline qui se caractérise par une diversité d'engagement, ce qui se présente comme forme de soutien, de communication et d'autres critiques et de recherche scientifique. En fait, c'est une sous-discipline qui rencontre plusieurs défis. D'abord, le premier défi, c'est la mesure dans laquelle le chercheur agit en tant que participant. Le deuxième, c'est le fait de vouloir critiquer ceux qui exercent le pouvoir sur les autres. Le troisième, c'est la volonté d'appliquer une justice sociale. Et il confronte aussi des obstacles, commençons par les obstacles institutionnels, tels que les pratiques des organismes de financement, les règles d'embauche, et aussi les règles de titularisation et de promotion, ainsi que les normes à respecter de l'université. Et nous trouvons aussi des obstacles conceptuels, comme les théories. En ce qui concerne l'anthropologie publique, c'est une anthropologie qui insiste sur la co-construction du savoir, mais d'un savoir utilisable collectivement pour des finalités aussi bien administratives et concrètes que politiques. En un mot, on peut dire public. Il s'agit d'agir pour le changement social de manière informée et réflexive, ce qui assigne par définition une fonction extra-académique à l'anthropologie sociale. Non seulement il s'agit de rendre transparent le processus de formulation théorique, mais aussi d'évaluer la nature spécifique des actions et des décisions prises d'une part par les communautés et d'autre part par les chercheurs anthropologues. Irwan Abdullah, dans son article, encourage la recherche anthropologique et leurs interprétations à un public plus large, de manière à ce que les anthropologues s'engagent dans des longs débats sur les questions humanitaires. Pour lui, le fait de traduire les idées et les concepts anthropologiques pour le grand public rendra l'anthropologie pertinente pour leur vie. Eh bien, en fait, et le fait d'introduire des questions publiques dans des débats anthropologiques fera progresser la discipline. Il ajoute aussi que les anthropologues ne deviendront pas seulement des chercheurs, mais aussi des intellectuels publics ou bien des penseurs. Concernant l'anthropologie appliquée, c'est une branche de l'anthropologie qui vise à utiliser les connaissances et les méthodes anthropologiques pour résoudre des problèmes concrets et répondre aux besoins des communautés et des organisations. Elle implique une collaboration étroite entre les anthropologues et les personnes concernées afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions pratiques et durables. Il peut répondre à deux besoins d'un seul coup, le besoin de participer au développement et le deuxième, c'est le fait de construire un plan de carrière pour une meilleure vie personnelle. Concernant la recherche participative, elle comprend trois types de recherche. La première, c'est la recherche-action, qui est aussi considérée comme forme d'engagement démocratique, qui suggère que c'est non plus le lieu d'appartenance du partenaire qui caractérise les types d'actions réalisées, mais sont les compétences de chacun à entrer dans la sphère d'action traditionnellement réservée à l'autre. C'est une action pensée pour un changement. Le deuxième type de recherche, c'est la recherche collaborative. Et c'est une formule de la recherche participative qui consiste en une réflexion en action sur l'action qui se négocie avec d'autres. Elle a pour double finalité la recherche et la formation. Le troisième type, c'est la recherche-action collaborative, qui est aussi une formule qui vise à concilier les activités de production de connaissances en mécanismes de participation à la vie sociale pour mettre en marche un pouvoir populaire. En passant aux expériences de terrain, en fait, je vais vous raconter mon expérience personnelle lors d'un terrain ethnographique dans le cadre de ma maîtrise. J'ai travaillé sur la hadra féminine de Choucham, qui est une pratique féminine artistique. En fait, c'est une pratique ancestrale qui a été pratiquée depuis longtemps dans un cadre religieux et social, mais aujourd'hui, elle se pratique dans un cadre plus artistique. Lors de mon travail de terrain,
J'ai commencé par contacter les groupes de femmes de la Hadra et créer un lien avec eux. J'ai aussi mené un terrain exploratoire afin d'avoir une idée sur le terrain dans lequel je vais travailler, ainsi que sur l'environnement social et culturel. Et lors de ce terrain, j'ai rencontré les responsables de ces groupes et j'ai pu distinguer, d'après plusieurs discours, qu'il existe des conflits entre ces groupes. Des conflits à laquelle je dois être attentive pour ne pas compliquer ma situation en tant qu'étudiante-chercheur. Puisque la ville était une petite ville et tout le monde se connaît, et l'origine de ce conflit était la pratique en tant que telle, chaque groupe se définit comme le premier groupe qui a contribué à ce que cet art survit. En faisant un entretien avec une des responsables de ces groupes, elle s'est présentée comme c'était son initiative, et grâce à elle que la Hadra continue toujours à exister. Et en fait, c'est un entretien qui a été mené avec elle et avec tous les groupes qui existent dans la vie. Un jour, la pratiquante de la Hadra m'a appelé, m'a posé plusieurs questions, telles qu'avec qui j'ai mené mes entretiens. Et quand je l'ai répondu et que c'était avec tous les groupes, elle a ajouté que ma recherche est n'importe quoi, vu le fait que je l'ai réalisé avec tous les pratiquants. Alors que ces dames ne sont pas des professionnels. Et avant de décrocher, elle a annoncé qu'elle ne veut plus participer à ma recherche et elle veut retirer son témoignage. Cette situation m'a poussé à mettre la question d'engagement, à mettre en question la question d'engagement, puisque j'ai essayé de collaborer avec les pratiquants de cet art et collaborer avec elles et essayer d'entamer un travail de terrain avec elles. Mais en fait, j'étais juste choquée parce que je n'ai jamais eu une telle réaction et je me suis dit que c'était ma faute de partager avec elles ma recherche et mon objectif et tout ce que je voulais faire. Bon, c'était concernant les conflits entre groupes. J'ai rencontré aussi des conflits dans le même groupe dans lequel je me suis aussi posé la question comment je dois se comporter. Mais à part le travail de terrain, l'engagement, on peut le rencontrer aussi au niveau d'écriture, parce que au niveau d'écriture, je me suis posé la question si je dois écrire tout ce que j'ai vécu, ou bien je dois le modeler puisqu'elles vont lire mon travail. Bon, donc, au cours de toutes ces années dans lesquelles j'ai mené des travaux de terrain, j'ai considéré que toutes ces difficultés que j'ai vécues étaient un manque d'expertise, alors que j'ai lu plusieurs articles des chercheurs qui ont rencontré la même chose, tels que Florence Bouillon, qui mentionne dans son article qu'il a aussi ressenti un échec d'ordre scientifique en tant que relationnel. Pour les autres expériences de terrain qui m'ont mené à se poser la question sur la question de l'engagement, c'est l'expérience de l'archéologue syrien qui a été assassiné par Daesh, vu qu'il avait refusé d'identifier les caches de certains trésors archéologiques. Il a préféré de s'engager, il a sacrifié sa vie pour l'engagement. C'est une question qui me... Bon, je ne sais pas à discuter. La troisième expérience, c'est de l'expérience de Montgomery McFadden, qui est une diplômée en droit de l'université de Harvard et titulaire d'une thèse d'anthropologie sociale et culturelle. Elle est très concernée par l'anthropologie appliquée et convaincue de l'importance de la culture dans le règlement des conflits et le maintien de la paix. Cette chercheuse avait travaillé dans diverses organisations liées à des agences militaires de renseignement, incluant la Rand Corporation. Excusez-moi. Bon, l'objectif était d'améliorer les opérations militaires et stratégiques en Irak grâce à l'emploi de l'anthropologie. En fait, cette chercheuse s'est engagée et impliquée avec l'armée
des États-Unis pour une guerre en Irak. Et là, on se pose aussi la question, est-ce que c'est un engagement, on peut le considérer un engagement ou pas, ou voilà. Merci beaucoup, Maïma. C'était vraiment très intéressant. Je pense que tu vas avoir des questions sur ton terrain éventuellement par la suite. Je vais présenter notre prochain conférencier, Stéphane Saint-Pierre, qui est chercheur ethnomusicologue de l'Illinois et qui se penche sur les questions linguistiques et transculturelles dans la musique et l'art sonore radiodiffusé. Violonneux, guitariste, polyglotte et débutant dans le milieu radiophonique en tant que metteur en ondes à Cheese 94.3. Il vise une carrière dans le secteur culturel qui harmonise ses passions personnelles et ses aspirations académiques et professionnelles. Il poursuit ses recherches en musicologie sous la direction de Sophie Stevens et occupe un poste d'archiviste stagiaire sous la direction de Sandria Boulian. Merci à toutes et à tous d'être là, de votre présence. Ma présentation s'intitule Parole des ondes, le rôle de la radiodiffusion dans la revitalisation linguistique. Le cas Wendat. Je voudrais tout d'abord commencer avec la reconnaissance territoriale que l'Université Laval se trouve sur le territoire ancestral des Wendat, des Abenakis, des Innu et aussi des Kanien'kehá:ka, Mohawk. C'est important de nous rappeler des liens de ces peuples avec ce territoire. Et aussi, je continue cet hommage à tous les peuples autochtones au Québec et d'ailleurs. Originellement, cette présentation a été faite en anglais, mais je l'ai traduit. Mais Broadcast Talk, je voulais souligner l'idée quand on parle à la radio, c'est pas comme je vous parle maintenant, ou c'est pas comme une conversation que vous avez avec des amis, par exemple. Donc, mon projet porte vraiment sur la radio, mais surtout la langue Wendat. On va apprendre des choses, j'espère. Mais pour une activité d'introduction, je vous montre cet appareil, horloge d'éveil. Je me demande s'il y a quelqu'un qui l'utilise encore. Non? Donc, mais imaginez que vous savez, je pense, imaginez que vous essayez de synthétiser la fréquence de votre choix, votre station préférée, mais au lieu de la musique ou l'annonciateur que vous connaissez, il parvient à une voix. Oh. Oh. Qui aweti, ndio, askeno ya, Stefan Shiatsich, Santiago, iwayeh watsiru tench, atsare, yohuende, ekwayeh tich, shia Quebec indare. Ashenk iwasench indak iskare, skwaye nde nyon, enticho, tiawenkine, yihe. Vous venez d'entendre la langue Wendat, qui est une langue iroquoienne. Moi, j'ai appris cette introduction lors d'un cours d'introduction à la langue Wendat qui était offert par le Centre de développement et formation de la main-d'œuvre à Wendat, la communauté Wendat ici à Québec. J'ai suivi le cours en virtuel, mais c'est offert aussi en présentiel. C'est ouvert au public, mais prioritairement, c'est offert au Wendat avec de bonnes raisons. Donc, je me demande tout d'un coup si entendre cette voix vous crée un effet peut-être de dépaysement, d'altérité. Est-ce que ça, j'imagine que peut-être vous connaissez pas le son, même des langues autochtones. Ce sont des langues agglutinatives avec des énoncés qui se construisent à partir des racines verbales, des nominaux aussi. Donc, ça, c'est mon introduction. Je continue avec mon état de littérature. J'ai divisé en 3 parties. Donc, la première est le peuple et la langue Wendat. Pour entamer n'importe quel projet sur un peuple, je pense qu'il faut vraiment se renseigner autant que possible sur leur langue, leur tradition, leur culture et tout ça.
Je vais continuer avec un survol sur la culture autochtone sur les ondes. Et après, je vais tarder un peu sur la théorie radiophonique qui est très importante dans ce projet qui mélange un peu l'art sonore, la langue, la musique par bien de la radio. Je vais continuer avec la problématique, question de recherche et objectif, mon cadre théorique et créatif, détails sur une émission qui aura lieu ici à Chise. Je partagerai les détails après et ma conclusion. Qui sont les Hurons-Wendat? Donc, c'est plus courant aujourd'hui de les appeler simplement les Wendat parce que Hurons, c'était un surnom imposé par les Français. Quand les Français sont débarqués sur ce continent, ils ont trouvé que la coiffure de ce peuple ressemblait à une hure ou un type de sanglier. Donc, ils ont imposé ce nom Huron-Wendat, et les Wendat, ils revendiquent leur nom originel maintenant, et c'est plus courant de l'appellation Wendat, tout simplement. Les Wendat, c'est un peuple iroquoien, comme j'ai dit, qui habitait ici dans la région, surtout au bord des fleuves et des rivières. Ils habitaient dans des maisons longues. Vous voyez ici en avant-plan sur l'image. Voilà, trois chefs, quand j'oublie les noms, mais évidemment, la culture Wendat continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris ces images de Canadian Encyclopedia, mais si vous voulez en connaître plus, je vous recommande fortement le livre par George Siwi, Un peuple méconnu, la civilisation Wendat. C'est très, très bon aussi. Donc, pour comprendre l'état actuel de la langue Wendat, il faut connaître un peu l'histoire de leur dispersion. Leur territoire ancestral était ici, entre le lac Ontario et le lac Huron, le lac Ontario. Non, lac Erie, lac Huron. Désolé, on va rester. Le lac Huron, le lac Erie et le lac Ontario. Mais à cause des guerres avec les Iroquois, le peuple iroquois et les pandémies, ils ont subi beaucoup de pertes. Ils ont eu très grand nombre de victimes des maladies. Donc, ils étaient forcés soit de se déplacer et se réfugier auprès des Québécois ou des Canadiens français, là, cette région. Et une autre faction est partie en périple qui leur ont emmené dans le Wisconsin, le Michigan, l'Ohio, où ils ont demeuré peut-être 100 ans, mais à cause de l'Indian Removal Act de Andrew Jackson, ils étaient forcés à porter les bateaux et c'était un dérangement, si vous voulez, jusqu'à Kansas City, Missouri et présentement Winnipeg, Oklahoma. Je vous présente ce détail parce qu'en Oklahoma, un pareil projet de revitalisation linguistique est en train de s'effectuer comme à Wendat à Québec. Et ce sont deux langues. Donc, il y a évidemment un échange, mais ce sont deux dialectes. Voilà la situation actuelle de Québec, vers 12 km en bordure de la ville de Québec. Les langues iroquoiennes, juste pour vous montrer où le Wendat se situe dans la branche des langues iroquoiennes du lac du Nord. Donc, ils sont très rapprochés avec les autres langues des Haudenosaunee, les autres peuples iroquoiens. Et ça, c'est très important parce que les linguistes qui travaillent présentement sur la reconstruction de la langue se basent beaucoup sur les cognates qui existent entre ces langues. Donc, c'est aussi intégral cette histoire. D'accord. Donc, la langue Wendat, dans la famille iroquoienne, c'est une langue en dormance. On ne dit plus c'est une langue morte, c'est une langue éteinte. C'est mieux de dire en dormance, une langue en désuétude. Ça a été exhaustivement documenté par des missionnaires et des ethnologues, ce qui fait qu'à un certain moment, c'était la langue plus documentée dans toute l'Amérique du Nord. La reconstruction se fait présentement par Megan Lucanier, qui est la linguiste de Wendat, John Steck, qui est un chercheur ontarien qui a contribué beaucoup d'analyses et modernisation des manuscrits, des jésuites, et Greg Cox qui travaille présentement avec les Wyandot
en Oklahoma et dans le Kansas. Et la langue est enseignée à Wendat, au Centre de développement et formation de la main-d'œuvre, et aussi à l'école Wahda, qui est l'école primaire à Wendaki. Et le projet Yawenda, c'est important parce qu'en 2018, en collaboration avec l'Université Laval, la nation Wendat a relancé une initiative pour revitaliser la langue et créer des matériels d'éducation, créer un site web, former des instructeurs. Pour faire ça, peut continuer, ça peut décoller un peu du projet où il était avant. C'est une enfance vernaculaire. Ça veut dire que ça n'a jamais été mort ou éteint. C'est juste, ça a pris une fonction plutôt symbolique. Si vous allez à Wendat, vous verrez les panneaux écrits en Wendat. Donc, c'est important je pense, de distinguer qu'est-ce que c'est vraiment, si on dit une langue morte, une langue post-vernaculaire. C'est peut-être le fait que c'est pas parlé au quotidien, mais ça ne veut pas dire que il n'y a aucune interaction avec le peuple, aucune signification au quotidien. La radio a toujours joué un rôle important dans les communautés autochtones, soit pour communication, soit pour divertissement. Mais il faut nous souvenir que le Canada, c'est un pays de très grande étendue de terre où la communication était difficile. Donc, la radio, pour les communautés très isolées en pays autochtone, la radio était très importante. Parfois, c'était question de survie, parfois pour savoir les résultats d'une élection. Mais quand même, la représentation des autochtones continue à être erronée ou même une sous-représentation des peuples autochtones. Mais quand même, il faut constater qu'ils ont eu des gains sur l'espace des antennes, le temps d'antenne. Je cite l'espace autochtone du CBC, le Aboriginal People's Television Network, et aussi à Wendat, il y a une station communautaire 100.3 que vous pouvez écouter. La radiophonique, c'est très important dans ces démarches parce que ça donne un peu une sorte de base. Si on va créer une émission avec une langue qui n'a pas été parlée, en fait, la dernière fois que le Wendat a été parlé au quotidien, c'était avant la propagation de la radio. Donc, on est déjà dans un cadre d'anachronisme, je pense. Donc, comment est-ce qu'on va aborder ce sujet? Mais je pense si on regarde dans les pensées des premières chercheurs sur la radio, Rudolf Arnheim et Adorno, on peut constater que la radio n'était pas conçue juste pour être une boîte à chansons. Ça avait beaucoup plus de capacités. Et je cite Rudolf Arnheim, "The elemental force lies in the sound, which affects everyone more directly than the meaning of the word, and all radio art must make this fact starting point." Et Adorno qui continue, je cite, "Jouer de la radio comme un jeu de violon." Donc là, on essaie de repenser qu'est-ce que c'est la radio. C'est la technologie, bien sûr, mais ça pourrait être avoir des capacités des caractéristiques d'un instrument de musique. Aussi, dans la théorie radiophonique, on s'appuie aussi sur des concepts clés, comme le fait que la radio, c'est la voix de la radio, c'est intime. Quand un annonciateur vous parle, est-ce qu'il parle à 1000 gens, 1000 personnes à la fois, ou est-ce qu'il parle individuellement à 1000 personnes? Donc, il y a toujours cette idée d'intimité, de coprésence, de communauté imaginée. Et ce sont des choses qui renforcent cette idée que la radio peut donner un coup de main à la revitalisation de la langue Wendat. Avec Lina en France soutient que la radio est une incarnation de 3 temps. Le temps présent, le temps retrouvé et aussi le temps représenté. Et il s'agit là de la participation, le patrimoine et la mémoire, aussi son symbolisme aussi, c'est incarné dans ces 3 temps.
Chantry nous rappelle que la radio, à cause du fait que c'est un média qui utilise le son, c'est en soi un média poétique. Et le son, ça peut évoquer, ça peut créer des images dans l'imagination de l'auditeur. Donc, est-ce que c'est une appropriation culturelle d'utiliser une langue? Ça, c'est quelque chose dans la problématique qu'on va essayer de résoudre. Et aussi, on a vu dans la littérature qu'il n'y a pas beaucoup des instances où on voit les langues revitalisées. Et si on les voit dans la littérature, c'est surtout basé sur quelques modèles. Un modèle d'immersion et le modèle maître-apprenti qui exige qu'il y ait des locuteurs qui ont cette langue comme langue maternelle. Et le Wendat ne l'a pas. Donc, ça nous pose la question, est-ce que c'est même possible de revitaliser la langue? Et quelle activité pourrait servir à cette fonction? Donc, s'il y a un locuteur, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'auditoire. Et comment aller d'une langue post-vernaculaire à une langue vernaculaire? La question de recherche, alors, dans quelle mesure la radiodiffusion permettrait-elle de réutiliser la langue date? On peut citer dans notre cadre théorique Al Homer, avec l'équité culturelle, Anna-Maria Gauthier avec qualité, territoire, c'est-à-dire que si nous sommes ce que nous entendons, est-ce que nous pouvons entendre ce que nous sommes? C'est un peu l'idée de pluralité que je veux poursuivre dans ce projet. Bien avec encore, parle de la sociologie de la radio, une radiocratie où les gens peuvent participer par la radio. Donc, si la revitalisation va avoir du succès, il faut que ça soit un processus collaboratif et participatoire. On regarde aussi d'autres initiatives d'utilisation d'autres autochtones comme Miami, Wampanoag et Corona. Et Beverly Diamonds aussi a mené des recherches très intéressantes avec les peuples de Terre-Neuve. Comment l'enregistrement peut servir comme un espace de réappropriation culturelle et d'identité, et non seulement un objet de marchandisation. Donc, question de recherche. OK. Les objectifs, on va promouvoir la radiodiffusion, porter un regard critique sur la situation de la production culturelle et souligner l'inscription corporelle de la parole autochtone dans l'environnement sonore local. Recherche-création, on va en parler après dans les questions si vous avez des doutes. Qu'est-ce que constitue un projet de recherche-création? Notre émission va avoir lieu dans les studios de Cheese ici à l'Université Laval. Donc, 94.3 à partir de l'automne l'année prochaine. Une émission déroulera de la manière suivante. Par exemple, on va commencer avec un thème principal. On va aussi ne pas créer le propre indicatif de la station en Wendat. Donc, je vous joue l'extrait suivant. Mercredi à 19h sur les ondes de Chiz 94.3. Kwekwe, entron, iwasen, ndak, iskare, shia ashenk, Chiz, esquatrihotat. Qui utilise le phénomène de déictisme dans la linguistique, c'est comme cet effet de démontrer les choses sur un axe temporel, personnel et spatial. Et ça va être
très efficace, je pense, parce que ça donnera beaucoup de contenu, du matériel qu'on peut mettre sur les ondes. Donc, un extrait de DX6 sur un fond sonore d'un seul note qui a été étiré 500 fois pour représenter un point fixe dans le temps. On parle des différents jours de la semaine. Et c'est juste une idée de composition, mais c'est simple, mais c'est juste pour démontrer que même s'il n'existe pas beaucoup de matériel dans la langue, on est capable de créer. Onhua entate, ndah sayo nianisten. Ase a tere iskare, dat indahyatha. Ashiehtek orhen ndinen, ashien sayo nianisten. Dashietek yorhen ha, wish sayo nianisten. Vous entendez par exemple, et ça continue, juste parlant des jours de la semaine, mais ça donne une sorte d'aperçu comme on peut jouer avec le tableau de mixage aussi, pour jouer avec le fond sonore. Encore cette idée de traiter la radio comme un instrument et pas comme quelque chose codifié et cristallisé. On va regarder des énoncés simples. Intégration des caractéristiques linguistiques, comme j'ai dit, c'est une langue agglutinative. Donc, par exemple, il existe le mot faire parcourir la voix en langue Wendat, qui est le verbe akwenda tratha. Et si on prend cette approche de l'archéologie linguistique, on dirait même que la langue Wendat a cette idée que la voix est capable de transcender des différents médiums. Mais quand même, c'est une langue assez compliquée, donc on va ne pas trop éloigner des choses simples. Mais la musique jouera un rôle assez secondaire. Et pour conclure, je veux dire qu'on vise une réalité plus inclusive où on contribue au paysage sonore, le soundscape québécois qui représente sa pluralité et sa diversité dans tous les sens. On va voir avec la réception après si on réussit à avoir des auditeurs qui ne sont pas familiers avec la langue Wendat. Et aussi, notre projet s'inscrit aussi dans le cadre de l'Assemblée des Premières Nations qui ont réclamé une quota de 5% de musique autochtone sur les radios commerciales. On n'est pas radio commercial, mais on se voit aussi en contribuer un peu dans ce sens-là. C'est la décennie des langues nationales de l'UNESCO. Et donc, si vous êtes autochtone, vous pouvez quand même apprendre sur l'histoire du territoire, par exemple, la toponymie, c'est un bel exemple. Le nom Ontario, par exemple, ça veut dire grand lac. Toronto, ça veut dire des poteaux dans l'eau. C'est une technique de pêche, c'est les Wendat. Donc, on peut apprendre des choses comme ça si la culture ne vous appartient pas directement. Et je finis par dire Tiawen, Ine, Chia Esquayen. Merci beaucoup et je vous verrai une prochaine fois. Merci. Je vais vous présenter. Donc, Madame Estelle Laurent a obtenu son master de recherche en géographie sociale à l'Université Rennes 2 en 2020 et elle a proposé un projet de thèse intitulé « Le rapport spirituel au territoire, une intervention dans la gouvernance locale à travers l'expression artistique », le cas de Kinga. En septembre 2021, elle a débuté son doctorat en co-tutelle à l'Université Rennes 2 et à l'Université tchèque Anta Diop, en partenariat avec la région Bretagne et l'école universitaire de recherche Creative Approach of Public Space. Depuis, elle a mené quelques activités d'enseignement et réalisé plusieurs communications en Irlande, en France et au Sénégal, ainsi que 2 ateliers de recherche-création à Dakar. On vous écoute, Madame Laurent. Oui, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation. Merci aussi à Monsieur Cissé de m'avoir parlé de ce colloque. Parce que moi, je suis géographe, doctorante. Là, c'est ma 2e année de doctorat. Et donc, je propose aujourd'hui une communication sur le thème « Les pratiques créatives pour comprendre les représentations du patrimoine matériel et immatériel dans l'espace public ».
Et on va voir que je m'intéresse davantage presque au patrimoine immatériel. Donc, c'est une thèse qui se déroule en co-tutelle entre l'Université de Rennes 2 en France et l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, où je suis actuellement. Et je suis actuellement en plein atelier, justement, en plein atelier de création avec les habitants de Ngor. Donc, je vais vous présenter un petit peu le sujet de ma thèse et puis le territoire. Mais je vais vraiment, dans cette présentation, me centrer sur les ateliers de création, sur la méthodologie que j'emprunte dans le cadre de ces ateliers pour pouvoir en discuter, avoir vos retours aussi, notamment sur ça. Est-ce qu'on peut changer de slide? Est-ce que je peux le faire, moi, ou non? Donc, ma thèse, le titre de ma thèse, c'est donc le rapport spirituel au territoire, une intervention dans la dynamique locale à travers l'expression artistique. Et je prends le cas de Ngor, qui est une commune de Dakar qui a des particularités spécifiques sur lesquelles je vais revenir juste après. Et donc, effectivement, dans ma thèse, on n'entend pas le mot patrimoine matériel, patrimoine immatériel, mais quand on parle de rapport spirituel, on parle des représentations, on parle des perceptions du territoire, et ça fait écho notamment aux différentes formes de patrimoine immatériel au sens de l'UNESCO. J'ai mis la définition juste après. Et donc, dans cette thèse, j'ai deux principales questions de recherche. La première, qui sont presque chronologiques, la première, c'est dans quelle mesure les expressions artistiques qui sont présentes dans l'espace public vont traduire un rapport spirituel entre habitants et territoires. Donc, dans l'espace public, qu'est-ce qui est présent? C'est notamment le graphe, la danse, les pratiques aussi mystiques comme des rituels, des cérémonies religieuses, etc., dans lesquelles on peut avoir de la musique, on peut avoir de la danse, etc. Et ensuite, à la suite de cette question-là, c'est en quoi cette relation qui s'inscrit dans des systèmes de gouvernance locale et va s'exprimer à travers la pratique artistique. Donc pour ça, dans ma thèse, j'ai trois principales parties. La première, c'est de faire le diagnostic des enjeux liés au territoire de Ngor. Ensuite, de comprendre des représentations du spirituel. Et puis, enfin, avoir une perspective d'ouverture sur comment créer des espaces d'interaction à travers la pratique créative, notamment. Actuellement, je suis vers la fin du diagnostic sur les enjeux liés au territoire de Ngor, mais je suis en même temps sur la compréhension des représentations et en même temps sur la question des espaces d'interaction. Et donc voilà. Est-ce qu'on peut passer à la troisième slide? Donc, j'ai repris la définition de l'UNESCO sur la question du patrimoine immatériel. Et donc, comme je disais tout à l'heure, dans la question du patrimoine immatériel, on s'interroge notamment aux représentations, aux expressions, aux différentes pratiques culturelles, aux savoir-faire locaux ou au savoir-faire là des communautés et des groupes, et qui vont être reconnus comme partie intégrante du patrimoine culturel. Et donc, concernant le territoire de Ngor, est-ce qu'on peut aller sur l'autre slide? Concernant le territoire de Ngor, donc Ngor, j'ai marqué Ngor et Cambérène parce que je travaille aussi sur la petite commune de Cambérène, mais Ngor, c'est donc à la pointe de Dakar. La carte qui est représentée, là, c'est la carte de Dakar, et puis en rose, à la pointe, on voit la commune de Ngor. Ngor est un territoire intéressant pour plusieurs raisons. C'est un territoire qui est très, très prisé par les activités touristiques, il y a une réurbanisation en fait de ce territoire-là. À la base, il y a un village de la communauté Lébou qui est sur ce territoire-là. Et donc, en fait, à la suite de l'indépendance, après 1965, il y a eu une réurbanisation en fait, de ce territoire-là parce qu'on a fait de Dakar la capitale administrative, et donc il fallait des logements, il fallait des bâtiments pour les institutions, etc. Et donc, il y a une nouvelle population qui est arrivée dans cette commune.
On y observe, mais ça c'est présent dans le Sénégal en général, un sacrétisme entre les religions et les religions monothéistes et puis les religions dites traditionnelles. On observe dans plusieurs endroits au Sénégal, mais là, dans le cas de Ngor, ça va être les croyances mystiques liées à la culture lébou et l'islam, en fait, les religions comme religion monothéiste. C'est un territoire en melting pot des contemporanéités et des cultures parce que c'est aussi, on a toute une corniche avec des bars, des restaurants et donc qui attire à la fois les touristes mais aussi les personnes immigrées d'Europe. Et donc c'est à prendre en compte aussi dans la représentation qu'on va avoir de ce territoire. Et comment justement préserver le patrimoine immatériel qui est d'abord au départ lié à la culture lébou. Ensuite, donc un territoire international par rapport à ce que je viens de dire. Et puis des dynamiques artistiques très importantes à la fois, donc on voit une petite île sur la carte en rose, donc à la fois liées, donc sur cette île, les dynamiques artistiques sont très importantes, mais c'est plutôt dans un aspect touristique. Sur la corniche, donc sur tout le bord de côte, là, on va avoir plutôt des concerts, des bars, restaurants, etc., donc qui vont être pour une population soit une population ayant les moyens, en tout cas de pouvoir, les moyens financiers de pouvoir accéder à ces espaces-là. Et puis aussi un territoire artistique au niveau du village lébou, du village de Ngor, qui va transparaître plutôt à travers des fresques murales dans lesquelles on va représenter des chars religieux, etc. Et puis aussi, au niveau du village, on a une sensibilité sur les questions foncières qui est très, très importante. Et dans le cadre par rapport à cette question-là, en fait, ce qui va être mis en avant en gros, cette sensibilité foncière, en fait, liée aux questions foncières, c'est comment les habitants du village vont pouvoir préserver leur territoire parce qu'il y a un problème de surdensité au sein du village. Et donc, il y a une compétition pour obtenir l'espace, parce qu'à la fois, elle est prisée par soit l'État, soit des acteurs privés. Mais en même temps, il y a cette communauté, cette population du village qui, elle, se retrouve enclavée, en fait, par toute cette pression-là et qui a besoin d'espace. Dernièrement, on a eu des manifestations justement à Dakar, à Ngor même, concernant cette pression foncière, parce qu'il y a une volonté d'avoir... voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails du conflit, mais voilà, en tout cas, il y a une révolte. Et dans le cadre de ces révoltes, ce qui est mis en avant, justement, c'est la culture lébou, enfin, du moins, c'est l'identité lébou qui est mise en avant. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après? Et donc, ça, c'était pour vous présenter le territoire de Ngor. Donc, moi, maintenant, pour m'intéresser, en fait, à la question du rapport spirituel à l'espace, il a fallu que je me pose la question, moi-même, déjà, quelle était l'image que je pouvais renvoyer en tant que chercheuse française qui vient au Sénégal. Et donc, j'ai plusieurs fois retourné la question pour essayer de mettre en place une méthodologie, donc déjà pour moi-même me déconstruire par rapport à ça, et puis ensuite mettre en place une méthodologie qui pouvait me permettre d'obtenir un discours, en tout cas des habitants, qui soit au plus proche de leur perception et de leur représentation du territoire et de leur rapport spirituel, en essayant d'enlever au maximum l'aspect chercheur et face à l'enquêté. Et en ce sens, en fait, je me suis inspirée de Mampendeba qui explique justement qu'on doit vraiment prêter attention à l'image qu'on renvoie à la fois en tant que chercheur, mais aussi en tant que personne. Et donc, pour ça, il faut faire preuve d'inventivité et de créativité dans notre démarche méthodologique selon les lieux où on va et selon les questions de recherche qu'on a. Et donc, j'ai fait le choix de mettre en place différents ateliers de recherche-création, sans entrer dans le détail de cette définition, mais l'objectif pour moi était en fait de faire en sorte que la personne
que je ne sois plus la personne qui pose des questions, mais que ce soit l'habitant lui-même ou elle-même qui se pose la question de quel est son rapport spirituel au territoire. Et donc là, je vais vous présenter les différents ateliers qu'on a fait depuis le mois de janvier et qu'on est encore en train de faire jusqu'à aujourd'hui. On a commencé par un atelier de fresques murales qui a duré une seule journée, sur laquelle on avait une vingtaine de participants entre 8 et 30 ans. Donc, l'ensemble de ces ateliers s'adresse particulièrement aux jeunes, donc ce n'était pas volontaire au départ. Mais c'est aussi par des questions des réalités de terrain aussi qui font que ce seront plus les jeunes qui, en général, entre 15 et 30 ans, pourront se libérer pour venir à ces ateliers et seront intéressés aussi par ces ateliers. Donc, l'objectif de cette fresque, en fait, était de recueillir les éléments, de recueillir, en fait, d'obtenir de la part des habitants des informations sur quels sont les éléments spirituels du territoire selon elles et eux et quels sont les éléments artistiques. Et puis, pour ça, on a mis en place une phase de méditation. On les a amenés en fait à plonger dans leurs souvenirs d'enfance, quotidien, etc., pour essayer de leur faire une balade mentale sur le territoire. Puis, on a fait une discussion collective et ensuite, par groupe, ils ont référencé quels étaient les éléments spirituels, quels étaient les éléments artistiques et quels étaient les éléments qui appartenaient aux deux catégories, artistiques et spirituelles. Et puis, on a fait une mise en commun de tous ces éléments qu'on a ensuite, qu'ils sont allés en fait directement peindre sur le mur du centre culturel de Ngor. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus après, mais le centre culturel, c'est aussi un espace où on a... c'est un espace, en fait, qui, quand je suis arrivée, avait un manque de dynamisme lié au Covid, lié à plein de facteurs antécédents. Et donc, c'était un moyen aussi de ramener les jeunes vers ce centre culturel. Et voilà. Donc, il y avait aussi une autre fonction dans cette démarche-là. Mais en tout cas, dans ma démarche de recherche, c'était celle-ci qui était... primordial, c'était d'avoir ces éléments. Et donc, on voit sur cette fresque que la majorité des éléments finalement qui apparaissent, ce sont des éléments spirituels, donc avec la mosquée, avec le phare. On voit deux phares, mais dont un phare qui est très lié à une légende du bateau échoué, une légende liée à la culture lébou. Des khams qui sont voilà, le culte aussi des génies, des aspects mystiques, voilà, des carrés de prière, etc., etc. Et donc, c'était un moyen pour moi justement d'avoir ces informations-là pour cette tranche d'âge de personnes, qu'est-ce qu'ils voyaient et qu'est-ce qu'ils pouvaient me dire sur ce rapport spirituel à l'espace. Est-ce que je peux avoir l'autre slide ? Et donc, ensuite, chacun de ces ateliers sont... juste pour préciser, ne sont pas choisis au hasard. La fresque murale, par exemple, c'est lié au fait que à Dakar, en général, les murs nous parlent beaucoup. Il y a beaucoup de graves, beaucoup de fresques murales. Donc voilà, c'était aussi d'aller dans cette continuité-là. Ensuite, là, c'est un atelier de création numérique 360. Et là aussi, il y avait une demande de formation, une demande d'activité sur le numérique. Et donc, on a proposé cette activité-là où l'objectif, en fait, de l'outil numérique 360 est de pouvoir avoir une image complète 360 degrés d'un espace. Et l'objectif de recherche ici était de faire en sorte que les participants viennent intervenir sur l'image pour représenter les éléments artistiques, spirituels et faire ressortir les enjeux liés au territoire de Ngor. Donc là, on avait 11 habitants de Ngor qui étaient... on avait 16 participants, dont 11 habitants de Ngor et 4 femmes. Donc on avait, en termes d'équité, on avait un manque de femmes sur cet atelier, mais qui sera rattrapé d'ailleurs par l'atelier théâtre ensuite, en quelque sorte. Et donc là, cette méthodologie, on a d'abord demandé de faire une introspection sur quel était leur rapport spirituel, qu'est-ce que voulait dire la spiritualité sur le territoire pour eux, quels sont les éléments artistiques, etc. Puis ensuite, on a fait une forme de discours intergénérationnel avec un conseiller du Djaraf, donc du chef de village, et le président de l'Assemblée des frères, donc
en gros les acteurs de la gouvernance coutumière du village. Et donc, il y a eu des échanges sur qu'est-ce que la culture lébou, etc. etc. L'objectif n'était pas de les amener forcément à inclure ça dans le 360, mais en tout cas, c'était plus en fait de mettre en échange les anciens, on va dire, avec les jeunes sur quelle était leur vision en fait de cette gouvernance coutumière aujourd'hui à Angor. Et ensuite, ils ont fait des enquêtes par questionnaire sur le territoire d'Angor pour aller essayer de recenser tous les éléments, pour essayer de recenser en fait quels étaient les éléments artistiques et spirituels et puis les enjeux liés au territoire à Angor du point de vue des habitants. Et enfin, ils ont eu une formation sur Photoshop pour pouvoir venir intervenir sur l'image directement. Donc, les deux images que vous voyez en bas, c'est des éléments provisoires. On est en train de réaliser le 360, l'image finale du 360 degrés, parce qu'on va l'exposer à un festival qu'on organise là ce samedi. Rapidement, venir sur les nuages de mots. Ce que vous voyez, ces nuages de mots, le premier nuage de mots qu'on voit, la question était de savoir quels sont citer 3 éléments spirituels du territoire d'Ungor. Et donc, on voit apparaître en premier, en plus gros, le Ndup qui est très lié en fait à la culture lébou, qui est une cérémonie, une cérémonie de guérison, on va dire. Et donc voilà, ça m'a permis en fait de voir un peu. Et puis le reste, ce qu'on voit aussi, la Hadrea, l'appel Layen, donc c'est plus lié aux religions, aux confréries religieuses présentes sur le territoire d'Ungor et puis au Sénégal. Ensuite, la deuxième question, c'était qu'est-ce que vous aimeriez voir à Ngor? Et ben, sans surprise, mais c'était avant les manifestations qui ont eu lieu récemment, mais sans surprise quand même, c'est un lycée et un centre de formation qui manquent. Et donc, ce qui ressort en fait comme résultat de cet atelier numérique, c'est les questions liées aux enjeux fonciers, mais aussi la mise en avant des enjeux liés à la préservation de l'identité sociale et culturelle du village de Ngor par les jeunes notamment. Voilà, est-ce qu'on peut passer à l'autre slide? Je regarde le temps en même temps. Donc rapidement, là, les ateliers en cours, on est sur un atelier de théâtre et un atelier d'expression, donc avec 15 personnes dans chaque atelier. Et donc dans l'atelier théâtre et danse, ces jeunes, majoritairement des femmes, sont amenées à créer en 2 semaines une pièce sur laquelle ils vont parler du territoire d'Ungor. Ils vont parler de leur perception, de leur représentation du territoire d'Ungor, et donc, en fait, finalement, aussi du patrimoine. Tout ça s'inclut aussi dans le patrimoine immatériel, majoritairement, mais aussi parfois matériel, de ce territoire. À la fin de quoi, donc, comme je disais, ils vont le restituer lors du festival. Idem pour l'atelier d'expression. Ils sont amenés, là, pendant 4 jours, ces jeunes à penser, écrire des textes au format de rap, de slam ou de poésie. Et pour ça, ils sont immergés quelques heures dans un espace qu'ils vont devoir décrire à travers leurs perceptions, leurs émotions, leurs expériences et leurs souvenirs, etc. À chaque fois, ils sont accompagnés d'artistes, soit de Ngor même, donc, comme la troupe Cœur Mam, avec qui je travaille beaucoup, ou là, pour l'atelier d'expression, c'est un rappeur de Wakam, qui est une commune qui est juste à côté de Ngor. Et pour l'atelier fresque, c'était un artiste de Ngor avec une artiste française aussi qui était présente à ce moment-là. Voilà, est-ce qu'on peut passer à l'autre slide? Et enfin, il faut aussi que moi, l'enjeu pour moi aussi était de ne pas venir faire ma recherche et repartir. L'objectif était aussi vraiment d'inclure les habitants dans un projet qui est plus large, de participer aussi à la redynamisation du centre socio-culturel. Et donc, pour ça, en fait, on a décidé de faire tout ce programme-là depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain. Et à la fin de quoi, on va faire le festival Raconte ton territoire le 27 mai. Donc là, vous avez l'affiche avec le programme. Et tout l'enjeu en fait de ce festival, c'est justement de créer un espace d'interaction entre différents acteurs, des acteurs
habitants du territoire, des acteurs gouvernants de gouvernance coutumière ou de gouvernance administrative, mais aussi peut-être des habitants d'ailleurs et d'autres acteurs culturels. Je crois qu'il me reste pas beaucoup de temps, je vais pas trop, oui, mais il me reste plus de temps. Mais voilà, donc je vais pas insister sur l'ensemble sur chaque résultat qu'on espère avoir, mais globalement, l'objectif de cette communication était de vous parler un peu de cette série d'ateliers de création qu'on essaye de mettre en place, qu'on expérimente en fait dans cette recherche pour obtenir les représentations justement du patrimoine immatériel, matériel et immatériel du territoire de Ngor. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Madame Laurent, pour votre présentation. Et puis, désolée pour les problèmes techniques et le fait que vous n'ayez pas pu partager votre écran. On a une dernière présentation avant d'aller vers la période de discussion. Donc, je vais vous présenter notre dernier conférencier. Antoine Bouchard-Marchand est étudiant en première année d'études à la médecine en histoire à l'Université Laval. Il s'intéresse à l'histoire des relations sino-québécoises. Plus précisément, il s'intéresse aux représentations des tissus vis-à-vis des pratiques alimentaires des Chinois de la région de Choi durant la première moitié du XXe siècle. Ces études s'effectuent sous une codirection. Son directeur principal est M. Chen Wenli et son codirecteur est M. Laurent Choi. Au cours de l'un de ses séminaires à la maîtrise, Antoine s'est penché sur le déploiement et le rôle social du hip-hop parisien à travers une approche en historie transnationale. Et c'est l'objet de sa présentation. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me suis habillé de manière thématique, rap d'adulte, mais non seulement j'ai un gilet rap d'adulte, mais j'ai des culottes d'armée. Je trouvais qu'il y avait un dialogue intéressant, parce que les rappeuses vont souvent s'opposer aux forces policières et aux forces de l'armée. Donc, il y avait un petit dialogue intéressant dans mon habillement. Donc, la voix du bitume Crâne Paname, les communautés minoritaires de Paris et la culture hip-hop entre 1978 et 1997. J'ai fait le choix d'avoir un titre avec un registre de langue familier parce qu'on a considéré longtemps et on considère encore aujourd'hui que le hip-hop pourrait être un mouvement culturel de voyous. Mais au bout du compte, quand on regarde, on se penche sur ce phénomène culturel-là, on se rend compte qu'il y a une richesse artistique énorme et que ces gens ont véritablement de quoi à dire et de quoi de brillant à dire. La voie du bitume est multiple. Elle passe à travers les 4 volets du hip-hop que je considère, soit le graffiti, le vêtement, la danse et la musique. Le bitume est omniprésent dans la vie de ces hip-hoppers et hip-hoppeuses, puisque le graffiti vient se poser sur un mur de béton. On fait des prouesses sur ça, la danse sur des murs, sur un sol de béton. Et il s'agit aussi du lieu d'habitation de la plupart de ces acteurs et actrices, les cités HLM, les taupes de béton, et leur lieu d'habitation et la misère qu'ils vivent est omniprésent dans leur texte. Crâne Paname, discours incisif, revendicateur, on en veut à Paname. Paname, c'est Paris. Et ensuite, la suite de mon titre a l'air plus académicien, les communautés minoritaires de Paris et la culture des peuples. Et ma banque chronologique. Ici, vite comme ça, c'est le petit carré. C'est un mot en arabe pour parler d'un magasin. Il s'agit d'un magasin de vêtements où le propriétaire, Dan, partait fréquemment aux États-Unis ramener des vêtements des États-Unis au goût hip-hop, puisque le hip-hop apparaît d'emblée aux États-Unis. Bon, voilà. Tu t'es avancé juste un peu plus tard parce qu'on ne voit pas la qualité. On voit pas. Bon. Quelle population est attirée par ce mouvement culturel? Il s'agit de jeunes, des quartiers populaires et les immigrants. C'est une implantation qui va se faire de manière facile et rapide pour ces gens-là. Puis, en quoi il s'agit d'une implantation facile et rapide?
Les gens des quartiers populaires et les immigrants vivent des situations tendues. Ils sont absents du paysage médiatique. On vit de la violence raciale, économique et juridique. Donc, puis à la base, le hip-hop, c'est une musique de club dans laquelle on vient se déhancher, se faire plaisir, et rapidement, on va assister à un déploiement artistique beaucoup plus engagé au niveau des textes. Voilà. Bon, la Zulu Nation, ici on voit. Est-ce qu'il y a un blason là-dessus? Oui, c'est okay. Ici, on a le DJ Dynasty qui vient de Paris, et ici, on a Africa Bambaataa qui vient du Bronx, à New York. À la base, comme je disais, le hip-hop, ça naît aux États-Unis dans les quartiers populaires. Monsieur Bambaataa organisait dans ses soirées, il organisait des block parties. Il s'agit de soirées qu'il organisait chez lui, dans laquelle il invitait des membres de gangs de rue et il voulait pacifier leurs gestes. À place de se tirer dessus, de dealer, de braquer, pourquoi ne pas prendre cette haine que vous avez et la faire passer à travers le prisme beaucoup plus pacifique, c'est-à-dire un déploiement artistique, qu'il soit dans la danse, dans la musique, dans l'habillement. Et le graphe, c'est pas aussi pacifique parce que ça joue sur un registre un peu de l'illégalité. Donc, Dynasty, tantôt au début de ma période, 78, Dynasty part en Amérique, New York, San Francisco, Californie, puisqu'il est DJ, il est un amoureux de la musique et il va s'intéresser au phénomène du hip-hop. Il va rencontrer Bambaataa, il va revenir en 81 à Paris et amener la culture hip-hop à Paris. On a des lois, les lois de la Zulu Nation, ses volontés et son engagement. On va mettre sur pied, tu appartiens à une communauté. Quand tu es dans la Zulu Nation, dans la nation Zulu, tu as passé des tests, tu t'engages à respecter 20 lois. On n'en a mis que 2. On ne fait pas usage de violence, on est pacifique et on ne consomme pas de drogue. On n'en a mis que 2. On veut vraiment avoir une hygiène de vie saine et respectueuse vis-à-vis soi et vis-à-vis les autres. Donc, le hip-hop est un outil pacificateur. Je défends que le hip-hop, pour la Zulu Nation, est un outil pacificateur pour l'instant. Donc, l'apprentissage d'une discipline est un moyen d'expression permettant de formuler des discours moraux, tout en revendiquant une appartenance sociale, générationnelle et ethnique, selon d'où tu viens. De l'époque d'où tu viens, dans ton déploiement artistique, va transparaître ton identité et tes revendications propres. Là, je mets un extrait audio. Ça s'appelle The Zulu Nation Throwdown. C'est issu du groupe de Bambaataa, de Soul Sonic Force. Et grosso modo, les thèmes abordés dans la chanson, c'est on est festif, on est dans les soirées, on est bien dans notre tête, on est bien dans notre peau, et c'est tout ce qui compte. Grosso modo. Donc là, je coupe le son. Say, what's the name of this nation? Zulu, Zulu. And who's gonna get on down? The Cosmic Force, the Cosmic Force. Chitty, chitty, bang, bang, we all your main thing. Listen to the song that she is gonna say. We'll party all night to the people's delight. Cause everybody knows that we rock at sight. Say we are the best in the creation. We go by the name of the Mighty Zulu Nation. We're the Mighty Zulus. We're one of the crew. We're coming by. We're En 81, Dynasty revient à Paris en 81, à Paris en 81, mais là on est en 84. On va y revenir tantôt. Là, mon son, tout est beau? OK. Donc, la Zulu Nation pour remplacer la violence des quartiers, outil pacificateur. Analyse comparative un peu entre le hip-hop des États-Unis et le hip-hop en France. Il y a des points qui se ressemblent, puis il y a des points complètement différents. Politique d'assimilation universaliste dans le hip-hop en France et héritage d'exclusion, répression et ségrégationniste aux États-Unis. Dans son déploiement artistique, dans les sujets qu'on va aborder,
l'un et l'autre va paraître. Là, je vais faire vite parce que ce tableau-là, il est verbeux. Dénonce l'imposition d'une langue, pareil pour les deux. Non, même pas. En France, on se rappelle, en Europe, les frontières, plusieurs pays, des flux migratoires assez importants. On a des Antillais, je ne m'embarquerai pas tout de suite là-dedans, mais il y a beaucoup de monde. Mais tu es en France, puis on t'impose une langue, tu oublies la tienne et tu parles français, grosso modo. Dénonce l'imposition d'une culture. La culture française, c'est celle que tu vas, à laquelle tu vas t'adonner. Insiste sur l'assimilation et le rejet de ses racines, ça va un peu rejoindre ce que j'ai dit précédemment. L'aigle postcolonial d'universalisme, ça va transparaître dans le déploiement artistique le fait que, je vais vous le dire tout de suite, Paris, c'est une métropole qui avait des colonies dans les Antilles, dans le nord de l'Afrique, dans l'Afrique centrale, et dans le centre, dans les Indes, et tous ceux et celles qui vont s'adonner au hip-hop, quand on porte un regard à qui s'y adonne, c'est tous des gens d'anciennes colonies. Et ça va paraître dans leurs textes, et dans leur danse, et dans les graffitis, dans leurs vêtements. J'ai dit 2 fois, dénonce son passé colonial et encourage la décolonisation. Art civique qui reflète le multiculturalisme et les minorités ethniques et banlieue pluriethnique. Ça, c'est le cas en France. Aux États-Unis, dénonce une nation qui monopolise tout, institue des différences raciales, art civique qui reflète le caractère ségrégationniste. Ça, c'est important dans le rap américain. Ensuite, art civique qui reflète le multiculturalisme et les minorités ethniques et homogénéité des ghettos. J'aurais pu dire citer, ghetto, c'est des mots importants dans les textes. Donc là, banlieue pluriethnique, beaucoup de monde, homogénéité des ghettos, tous les mêmes gens. Donc ça va influencer le déploiement artistique. Bon. Le contexte qui permet cette diffusion, il y en a plusieurs, j'en ai isolé un. On est en 81, François Mitterrand devient président français. Appartient à la gauche française. Et ce président, ça c'est une bride de son programme politique, une politique visant la démocratisation de la culture et le hip-hop tentera de tirer son épingle du jeu. Le hip-hop, son épingle du jeu, dans les maisons des jeunes, stimuler la jeunesse, c'est une culture qui attire les jeunes, on va s'en servir. Les travailleurs et travailleuses sociales dans leurs interventions auprès des jeunes en état de conso, en état d'itinérance. Tout ce que vous voulez va souvent proposer une alternative à s'adonner à la culture hip-hop pour se sortir de sa misère. Après, Dynasty est sorti de ses troubles de consommation grâce à la musique. Puis on pourrait rapidement dire, ouais, mais ça a aussi par la suite fait beaucoup consommer, mais ça va prendre. Black, blanc, beurre, rap à petits pas. Black, blanc, beurre, noir, blanc, arabe, ça y est un peu vu sur le registre de bleu, blanc, rouge, le drapeau français. Puis rap à petits pas, c'est une troupe de danse qui parcourait Paris pour essayer justement de stimuler la jeunesse et ceux qui vivent des troubles. OK. 84. Tantôt, on était dans les bureaux de Radio Nova avec Dynasty et Bob Bata, on était en 84. 84, année clé pour le hip-hop. Le hip-hop TF1, chaîne de télé, le mercredi à 18h. À 17h, il y avait l'émission Starsky Hutch. C'est une espèce de CSI New York français. Et tout de suite, code d'écoute très importante, émission super écoutée. Juste après, une émission super écoutée, l'émission HIP, HOP. De manière générale, les jeunes se disaient, ouais, ça je l'écoute. Puis il y a l'autre portion de gens qui veulent avoir les mains dans les poches, sur le divan, la télécommande trop loin, puis se dire, on va l'écouter. En 84, l'émission HIP, HOP, Sydney. C'est cool, c'est ça. Sydney, premier animateur de la télévision noire, il n'est pas Durand, c'est l'animateur, c'est le gars. Puis, je l'ai dit tantôt, minorité ethnique, sexuelle, tout ce que vous voulez était absent du paysage médiatique. Là, maintenant, en 84, et enfin, n'est-ce pas un Gaulois blond aux yeux bleus que tu vois à la télé? C'est quelqu'un qui te ressemble un peu plus pour certains, certaines. Ce qui est intéressant, bon, l'émission, c'était quoi? C'est Sydney rappait tout le long de l'émission. Dès qu'il voulait parler, c'était sur un rythme, un rappant.
Puis, il va dire à un moment donné, le hip-hop, ça vient de New York, du fin fond du Bronx, les Portoricains dansaient ça dans les rues, et ça vient même de plus loin que ça, parce que c'est des anciennes danses de combat des Caraïbes, donc ça touche toutes les cultures noires avant toutes les cultures des sept mondes. J'ai un peu trébuché, là. C'est intéressant, ça part de loin. Si je le mets en relation avec les propos du philosophe Édouard Glissant et son concept de la créolisation et le fait que ça crée de l'inconnu. Ça part de New York. Les Portoricains dansent, ça vient des îles, ça vient des Caraïbes, c'est rendu à Paris. L'endroit d'où tu viens, si tu viens des îles, Caraïbes, si tu viens du nord de l'Afrique, si tu viens de l'Afrique subsaharienne, si tu viens des Indes, et tu t'adonnes à un déploiement artistique, d'où tu viens, de l'époque d'où tu viens, ça va transparaître dans tes revendications. Ça va paraître dans les graffitis, dans le message qu'on fait, ça va paraître dans tes vêtements, d'où tu viens, ça va paraître dans tes danses, et ça va paraître dans tes textes. À HIP, on a eu Africa Bambaataa qui est venu en 1984, donner une performance, et on a eu Madonna qui est venu donner une performance, et moi, je me plais à me dire que Madonna aurait pu devenir une hip-hopper et s'appeler Madonna. J'aurais aimé une Madonna vraiment gangster. Mais c'est pas ça qu'elle a fait. Bon. Le rap conscient, un discours contre le conditionnement établi par les gros bœufs qui nous gouvernent. Je l'ai dit, je me plais à jouer sur un registre familier, mais là, je cite un passage d'une chanson de Suprême NTM. Suprême NTM, c'est un groupe de Paris. Joey Star vient de Martinique et Kouchen vient du Portugal. Suprême NTM, je m'excuse, c'est bien juste dans mes présentations que vous allez entendre autant de vulgarité. NTM, ça veut dire nique ta mère. Il est question de toutes les mères de tous et toutes, mais la mère qu'on va niquer le plus, c'est la mère patrie. Donc, opposition face aux lois, je vais vous faire un extrait de la chanson qui s'appelle Le pouvoir de Suprême NTM. Et au début de la chanson, on va entendre, au début de l'extrait, je vais vous montrer, on entend Charles de Gaulle qui parle d'honneur et de patrie français, tous pour le rendez-vous de la République. Puis après, ça déferle, Joey Star et Kouchen vont dire ce qu'ils pensent. Ouais, je peux le dire. Au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire. Au-dessus des lois, je bâtirai mon toit, car ma conviction est sans phare et indéracinable. De par ma trempe, je suis l'exemple de cette génération. Plus ouverte à qui la terre a été offerte. Donc là, ce genre d'un nouvel œil, l'évolution sera fatale pour tous les tortionnaires totalitaires, car ils sont tous complices. Mais longue et encore plus longue. Et la voie des bons tons sur les chemins de la compréhension. En attendant, donne le coup de tête, une bonne raison l'issue de ta condition. Car les dés seront lancés lorsque la masse réagira contre le conditionnement établi par les gros bœufs qui nous gouvernent. Et lorsqu'elle comprendra quel est le pouvoir. C'est que l'on voit de manière sérieuse et de manière engagée. Là. OK, bon. La rage urbaine monte. Vous vous rappelez, au début, je disais, bon, la Zulu Nation, on va être pacifique. Mais il y a des événements qui vont faire en sorte que le hip-hop va se radicaliser. Et là, ça va commencer à cramer. Un peu comme mon titre. Les émeutes de Vaux-en-Velin. En 90, il y a un jeune de cité qui s'est fait heurter par une voiture de police. Puis il faut croire que ça ne pressait pas tant que ça de régler le cas. Ça a niaisé. Puis bon, c'était vraiment une priorité de s'occuper de la mort d'un jeune de banlieue. Surtout, en plus, c'est un peu étrange, c'est un policier qui l'a malencontreusement heurté. Devant les émeutes, ça a engendré des émeutes sérieuses de la voix du bitume crampannant, c'est ça, ça crame. Et devant les émeutes de Vaux-en-Velin, ça a donné l'envie à Suprême NTM de devenir rappeur. Parce qu'auparavant, les gars sont rentrés dans ce mouvement culturel par la danse, se sont adonnés au graffiti. Mais là, on prend le mic, puis on la rage urbaine, puis on se défoule. On va s'opposer aux ministres et présidents Chirac, François, Debré, qui, eux, misent beaucoup sur la sécurité nationale
et elle passe par la force policière et la restriction de l'entrée des immigrants et immigrantes en France. Le film La Reine est carrément une mise en image, une fiction, mais pas tant de ce qui s'est passé à Vaux-en-Velin. Ça, le film sorti en 1995. Je me dépêche. Bon, là, on bascule. On n'est plus dans la zone des champs, puis on est gentil. Là. Il y en a marre, c'est l'heure de tout niquer. Le contre-exemple des prescriptions de la Zulu Nation, plusieurs artistes s'éloignent des prescriptions de paix de la Zulu. On a NTM, Paris sous les bombes. Au début, c'est des bombes à aérosol que tu entends. Mais à la fin de la chanson, c'est des bombes qui pètent pour vrai. Ici, la soundtrack, la bande sonore du film La Haine, sacrifice de poulet, le poulet c'est un policier, et il finit pas vivant à la fin de l'histoire. Doc Gineco, qui va beaucoup jouer sur le registre de la variété, il ne faut pas dire inconscient, mais il va dire dans ses textes ouvertement qu'il se fout de la nation zoulou, qui est là pour s'amuser. Donc, il est intégré dans l'éloignement des prescriptions. Donc là, il faudrait recouper le son pour le dernier extrait. Ça finit. Pas de paix sans que Babylone paie, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais? Dans cette masse qui s'agite, je vis et ça m'excite. Tout comme autour de moi, les pompiers ne viennent pas. Même par la fenêtre, les gamins veulent en être en maître. Au CRS chaud qui se lance à l'assaut. Matraque à la main, dans les quarts du bain. Des fourgons blindés, des flics surarmés. Mon putain de quartier, on s'en va au territoire occupé. Tout crame autour de moi, puis c'est l'heure de conclure. Bon, on se rend contre les lois racistes, je ne la ferai pas écouter, mais ça vient rejoindre le MIB, le mouvement Immigration Banlieue, qui en 1995 se forme et vient vraiment dénoncer, va manifester contre les lois anti-immigration proposées par le ministre et le président précédemment mentionné. La chanson 11:30 dure 11 minutes 30 et c'est 11 minutes 30 de pur « Je t'en veux la France ». Tous les noms que vous voyez, ils participent tous. Puis l'introduction de la chanson, c'est on nomme les lois qu'on va attaquer. En conclusion, le hip-hop est un outil sociétal ayant comme volonté de faire changer les choses. C'est un discours engagé pour la période qu'on a parlé. Les années 2000 et le hip-hop, au tournant des années 2000, remporte son pari commercial. On a des labels qui se forment. Puis là, on fait un gros bond à aujourd'hui. Le hip-hop d'aujourd'hui, c'est la culture monde. Spotify, c'est la musique la plus consommée, la plus valorisée, tout ce que vous voulez. J'espère que parmi vous, certains et certaines ont écouté Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui vient de sortir. Pourquoi je parle de ça? À un moment donné, dans le film Jules César, joué par Vincent Cassel, frère de Rock & Squad, qui joue dans le groupe Assassin, le hip-hop est partout, Jules se présente en disant « Ah, c'est Jules ». Et faire ça, peut-être que certains d'entre vous se disent « Qu'est-ce qu'il fait là ?» Un rappeur français qui s'appelle Jules fait toujours ça. C'est une manière de s'identifier. C'est un mot hip-hop. Donc là, le hip-hop est dans Astérix et Obélix. Okay? Le Super Bowl 2022, c'est Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige. J'ai l'impression d'en oublier un autre, mais c'est pas grave. Je fais vite. C'est le genre musical le plus consommé. Jeux olympiques de Paris 2024, on n'est pas en 2024, mais dans un an, c'est à Paris. On aura acheté une discipline sportive, le breakdance, le hip-hop partout. Le vêtement, assez intéressant, puis c'est mon ouverture. Le hip-hop sans bourgeoise. C'est une culture de cité, de minorité racisée. Où est-ce qu'on dénonçait la pauvreté, il fallait braquer à la rigueur pour pouvoir manger le soir. À ce temps, les hip-hopers s'habillent avec du Versace, du Gucci, du Yves Saint Laurent, on chante. Il y a des chansons qui s'appellent Gucci. On assiste à un véritable embourgeoisement de la culture hip-hop. Et le graffiti est probablement celui qui reste le plus fidèle à ce qu'il était. Seulement que les sujets changent puisque le message qu'on va mettre sur un mur reflète le temps avec le monde. Donc, merci de votre attention.